Bonjour à toutes et à tous et bien sûr bon week-end. Merci d'être là sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur 01 TV. Comme chaque week-end, place à votre rendez-vous à toutes les mobilités. C'est En route pour demain. Pauline Ducamp est là avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour François. Alors au sommaire de ce En route pour demain. Eh bien nous allons parler des ZFE, les zones à faible émission. C'est une toute nouvelle réglementation anti-pollution qui arrive dans de nombreuses villes. Julien Bonnet l'a décrypté pour nous. Oui, parce que c'est pas facile à comprendre cette histoire-là. Et puis on découvrira de nouveaux camions qui vont arriver en Europe et en France, c'est les camions Ford Trucks. On en parle avec le patron de cette filiale dans un instant. Alors là, c'est pas du tout le même gabarit avec l'Alpine. C'est l'essai de la semaine signé Julien Bonnet. Il a essayé l'Alpine A110S, la plus puissante de la gamme. Et moi, plus tard, je veux être Julien Bonnet. Bien sûr, François, bien sûr, on est d'accord. Et puis, on découvrira une paire de lunettes connectées que Pascal Samama a chaussées. Il s'agit des Cosmovision. À quoi ça sert? Vous saurez tout à l'heure. Et bien voilà, merci d'être avec nous. C'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Nous sommes là donc, vous le savez, comme chaque week-end, en route pour demain sur BFM Business et 01 TV, avec évidemment toute l'actualité qui tourne autour de la mobilité, des nouveaux déplacements, qu'ils soient électriques, qu'ils soient autonomes. On essaie vraiment de brosser tout ce qui se passe dans ce domaine qui est très très riche, Pauline, chaque semaine. Absolument François, et on va d'ailleurs décrypter une toute nouvelle réglementation. Alors si je vous dis les 3 lettres ZFE, ça ne vous dit peut-être rien. Pourtant en fait ça va réglementer votre manière de circuler en ville dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants dans les prochaines années. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour Julien. Alors les ZFE sont ces zones à faible émission, c'est une nouvelle réglementation anti-pollution, alors qu'on connaît déjà un petit peu à Paris puisqu'elle est déjà en place depuis quelques années, mais qui va arriver dans toutes les métropoles. Et du coup, tu as décrypté pour nous qu'est-ce que c'est qu'une ZFE et surtout pourquoi on les met en place maintenant. Oui, l'idée, ça va vraiment être de limiter la circulation des véhicules qui sont jugés les plus polluants. Donc, dans un contexte où finalement la France, mais aussi d'autres États européens, ils dépassent souvent ce qu'on appelle les seuils réglementaires, c'est-à-dire les niveaux en fait sur certains polluants donc, qui sont réglementés. Donc, on peut citer par exemple les particules fines, les plus petites, là, les PM 2,5, donc qui sont vraiment toutes fines et qui vont avoir le danger d'aller au cœur du poumon, qui sont dangereuses, des poumons et du cerveau. Les dioxydes d'azote ou encore l'ozone. Donc, le tableau général, c'est que les polluants, ils ont fortement diminué au cours des 20 dernières années. Après, on commence à stagner sur certains polluants et surtout, il y a toujours des seuils qui restent en dépassement. Donc ça, en clair, ça va permettre ces ZFE de limiter a priori la pollution de l'air et donc des potentielles sanctions, parce que l'Europe, face à ces dépassements de seuil, a des sanctions prévues en clair, des amendes. Et donc finalement, mettre en place des ZFE, oui, ça peut être vu comme quelque chose d'embêtant pour les particuliers, mais à la clé, on peut avoir une meilleure qualité de l'air. Donc c'est une vraie question de santé publique. Et puis surtout, éviter cette sanction européenne. Et là, donc récemment, l'an dernier, la loi climat et résilience, elle a vraiment acté un peu le schéma de déploiement de ces ZFE. Donc finalement, en clair, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, elles vont devoir mettre en place une ZFE d'ici 2025. Et donc ça peut être assez variable parce que ça dépend des seuils réglementaires. Donc après, chaque ville va décider un peu de ce qu'elle veut mettre en place. Donc elle a quand même une autonomie particulière. Oui, alors actuellement c'est aux villes de choisir les calendriers, mais elles-mêmes elles vont être un peu rattrapées par l'État. Si l'État voit que dans certaines villes qu'on des seuils, les mesures nécessaires ne sont pas prises, a priori elles devront durcir leur réglementation. Donc là actuellement grossièrement on a Paris, Lyon et Paris, Lyon et Grenoble comme ZFE déjà en place, mais une agglomération comme la métropole d'Aix-Marseille, elle vient de lancer une consultation publique pour justement mettre en place sa ZFE. On voit que par exemple Paris s'est concentré assez rapidement sur les particuliers alors que Grenoble et Lyon, ils ont commencé par cibler les professionnels. Mais ça va changer assez vite parce que tout le monde risque d'être concerné assez vite par ces ZFE. Et du coup, en 2025, on aura une quarantaine, c'est ça, de ZFE en France. Mais finalement, avec comment moi, je sais que ma voiture, je peux l'utiliser ou pas, rentrer dans cette ZFE ou pas? Oui, alors tout est basé sur le système critère, donc on connaît un peu maintenant quand même depuis quelques années. Donc c'est les fameuses vignettes numérotées de 1 à 5 et la vignette ultime, verte pour les voitures électriques et
hydrogène, donc ce qui est considéré comme zéro ou faible. D'immunité, quoi, finalement, Voilà, la vignette verte. À terme, en fait, c'est censé Voilà. devenir être le totem d'immunité pour entrer dans toutes les grandes villes qui auront ces limitations. Donc ça, c'est à commander sur le site officiel du ministère de la Transition écologique. Ça vaut environ un peu moins de 4 €. Et donc ça va finalement... Il y a tout un barème en fonction de votre motorisation, donc principalement essence et gazole. Critère 5, critère 4, c'est uniquement des vignettes qui concernent le gazole. Après 3, on a un mélange des deux. 2, ça va être la plus élevée, la meilleure pour les diesels, c'est les diesels produits depuis 2011. Et la critère 1, donc les essences les plus récentes. Donc après, si je veux savoir si je suis concerné, il faut regarder le calendrier d'interdiction donc dans chaque ville. Et donc finalement, on peut reprendre l'exemple de la métropole du Grand Paris, parce que finalement, depuis un an, en gros, le calendrier de déploiement des interdictions, il est similaire pour le Grand Paris et Paris Intramuros. Alors que Paris Intramuros avait commencé un peu tout seul. Donc pour s'y retrouver, voilà. Et je précise aussi que pour Paris, alors c'est pas le cas pour les autres villes, mais il faut voir comment concrètement ça va se passer. L'interdiction, elle est en semaine de 8h à 20h. Donc sous-entendu, si je veux continuer à rouler avec ma voiture qui respecte pas forcément les critères, mais que je sais que je vais rouler que le soir en semaine, enfin très tard, après 20h ou très tôt le matin, ou le week-end, les jours fériés, il y a des gens qui ont une utilisation de la voiture uniquement le week-end et les jours fériés, ça pose pas de problème pour le moment. Et pour se rendre compte de l'ampleur de la mesure, actuellement donc à Paris, donc la métropole du Grand Paris, donc à l'intérieur de la 86, même s'il y a des communes qui sont en dehors de la 86 qui font aussi partie de ces ZFE, donc finalement c'est interdit, donc les critères 5 et les critères 4 depuis 2021. Et donc ça, les critères 5 et les critères 4, donc si on prend le parc français, donc forcément tous les Français ne vont pas se rendre à Paris comme ça tous les jours, mais juste pour se rendre compte, c'est plus de 6 millions de voitures, c'est 15% du parc. Et donc finalement, à fur et à mesure que ces vignettes, ça va être de plus en plus réduit les possibilités pour venir en ville. Là, en juillet 2022, on va passer au critère 3. Et là, critère 3, ce qui va faire un peu mal, entre guillemets, en termes de public touché, c'est que là, on va retoucher des essences. C'est-à-dire que jusqu'ici, critère 5, critère 4, on s'était concerné, on s'était concentré sur des vieux diesels, ou en plus, bon, il n'y a pas tant de modèles que ça, même si ça représente quand même une certaine masse. Et donc, en critère 3, vous avez donc les essences qui vont s'ajouter 97 à 2005. Et si on rajoute donc ces diesels jusqu'à 2011 et les critères essence 97 à 2005, vous avez 10 millions de voitures en plus concernées. Et là, on atteint 41% du parc. Oui, pratiquement une voiture sur deux, un peu moins, qui va être concernée par ces sujets-là. Bon, alors, j'ai pas la bonne vignette, je me fais attraper. Est-ce que je peux être verbalisé? Alors, c'est peut-être finalement le cœur du problème actuel, c'est que les ZFE existent. À Paris, on parle bien d'interdiction, et pourtant, il n'y a toujours pas de verbalisation. C'est-à-dire qu'en fait, le système critère, il a deux buts. C'est-à-dire, en cas de pic de pollution, il permet ce qu'on appelle maintenant la circulation différenciée selon la vignette critère. C'est-à-dire que l'autorité voit que ces curseurs de polluants sont trop hauts. Elle dit, bon, bah, aujourd'hui, c'est que les critères 1, 2, 3 et vert, bien sûr, qui peuvent rouler. Les 4 et 5, vous ne pouvez pas rouler. Bon, à Paris, c'est en permanence, donc on va dire qu'en cas de pic de pollution, on interdirait plutôt ponctuellement les 3, les 2 et plus, si vraiment le pic s'y prête. Mais l'interdiction permanente, en fait, il n'y a toujours pas de verbalisation. La verbalisation, pour reprendre l'exemple de la métropole du Grand Paris, elle devait intervenir fin 2021. Bon, on va dire qu'avec le Covid, les difficultés, etc. Oui, peut-être les élections qui arrivent aussi, on n'a pas forcément eu envie de le mettre en place tout de suite. C'est ça, et c'est pour ça que ça crée finalement un phénomène où là, la vidéo-verbalisation a été repoussée sine die. Donc aujourd'hui, on ne sait pas finalement cette réglementation, alors qu'elle a toujours des évolutions en cours. Quand est-ce qu'on va vraiment être sanctionné si on a une voiture trop ancienne? Et c'est pour cette raison qu'il y a une association, donc la Ligue de défense des conducteurs, qui propose d'organiser un moratoire, c'est-à-dire stopper pour l'instant le développement de ces ZFE, reprendre un peu justement ça sereinement, parce que eux, ils partagent quand même l'objectif d'améliorer la qualité de l'air. Je pense que tout le monde est pour avoir une meilleure qualité de l'air, mais ils veulent plus de clarté, et surtout que lorsqu'il y aura la vidéo-verbalisation qui va être en place, on parle de 2023, notamment pour la métropole du Grand Paris, mais potentiellement toutes les autres villes, bah là, les gens qui vont recevoir chez eux les amendes et apprendre à ce moment-là qu'ils ont un véhicule qui est trop ancien, il sera peut-être trop tard, sachant qu'on est en train en plus actuellement de diminuer les aides à l'achat de voitures électriques avec le bonus écologique. Ce serait peut-être pas mal, puisqu'on voit, on vient de le voir avec toi, c'était quand même une réglementation assez complexe. Merci beaucoup Julien d'avoir essayé de la décrypter pour nous, parce que c'était vraiment pas facile. Ouais, pas facile. Et on passe tout de suite à l'invité de la semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Alors Pauline, est-ce que tu aimes les camions?
Absolument, François. Eh bien, écoute, moi aussi. Moi aussi. Et alors, quand il y a un nouveau constructeur de camions qui arrive en France... Ce qui n'arrive pas tous les jours. C'est vrai. Il faut quand même célébrer ça. Et on va en parler avec notre monsieur camion du jour. Nous avons Bruno Arabian avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline, bonjour François. Vous êtes le président de Ford Trucks France et vous venez donc d'arriver ici en Europe. Voilà. Tout à fait. Alors, je suis directeur général de F-Trucks France, en fait, qui est la société d'importation des camions Ford en France. D'accord. Puisque Ford a choisi un modèle qui est un petit peu différent de tous ses concurrents, c'est-à-dire de s'adresser à des importateurs privés pour importer et distribuer ces véhicules. Et pourquoi du coup débarquer en Europe maintenant c'est un marché particulier, il y a un gisement de croissance sur le marché européen? Alors Ford était présent sur le marché européen du camion jusque vers la fin des années 80 en fait, avec un certain nombre de modèles. Puis s'est replié sur d'autres zones du monde pour y produire et y distribuer des camions, mais n'a jamais arrêté de faire de camions. Donc aujourd'hui, c'est un choix stratégique du constructeur de revenir sur le marché européen du camion. Comment se porte ce marché du camion en fait? C'est un marché qui est en croissance, qui représente combien je sais pas, de chiffre d'affaires, de parts de marché? Alors c'est un marché qui est forcément très dépendant de l'activité économique, puisque le transport c'est un peu un indicateur avancé de l'activité économique, donc qui a souffert en 2020 en particulier, mais dont la demande repart très très fort aujourd'hui, et avec une difficulté des constructeurs pour suivre la demande aujourd'hui. Donc il y a une pénurie de camions sur le marché européen aujourd'hui, comme il y a une pénurie de voitures aussi. De la même manière, De la même manière, liée à l'approvisionnement des matières premières, des composants électroniques. Donc je suis un transporteur aujourd'hui, je veux un camion. Oui. Je suis obligé d'attendre longtemps? Alors, ça dépend à qui vous le commandez, en l'occurrence. Globalement, effectivement, les délais sont très longs. Nous arrivons sur le marché, donc en fait, le lancement a été fait au salon Solutrans en fin d'année dernière. Et nous avons des capacités de production qui sont réservées pour le marché français et qui nous permettent aujourd'hui de livrer dans des délais qui sont des délais considérés comme normaux. Correct. Ils sont produits où justement vos camions? Alors les camions sont produits en Turquie, donc au sein de la JV entre Ford Motors Company et un groupe turc, qui est le groupe Koç. Et comme en fait c'est la même organisation industrielle que celle qui produit tous les véhicules utilitaires Ford pour l'Europe. Donc c'est 480 000 véhicules produits par an, utilitaires et camions, et distribués en Europe. Alors Bruno, j'imagine que l'un des challenges, c'est de pouvoir transporter sans trop polluer. Voilà, c'est une tendance qui est très très forte et c'est l'avenir. Ouais. Comment envisagez-vous justement cette équation qui peut peut-être paraître compliquée en fait pour les transporteurs? Alors c'est une équation qui est particulièrement compliquée dans le camion, puisque ce que l'on va rechercher dans un camion, c'est l'optimisation de sa charge utile, donc que le poids mort du véhicule soit le plus bas possible pour transporter le plus de marchandises à la fois. Et effectivement, quand on commence à parler de batterie, les batteries c'est du poids, et donc c'est une diminution de la charge utile. Ouais. Donc il y a une équation qui n'est pas évidente, il y a un bon ratio à trouver entre poids mort du véhicule et puis système de traction du véhicule. Donc aujourd'hui, nous allons introduire dans 2 ans une gamme de véhicules électriques à batterie, comme les voitures, donc rechargeables à batterie, qui sont des véhicules qui sont essentiellement destinés à la distribution urbaine, périurbaine. Pour la suite, et pour le transport longue distance, la solution vers laquelle le constructeur se dirige le plus rapidement possible, c'est la solution hydrogène. Et ça, l'hydrogène, c'est un horizon, c'est quoi? C'est dans 5 ans, 10 ans? Quels sont vos plans sur cette technologie? Alors, encore une fois, je ne suis pas dans tous les secrets du constructeur, mais aujourd'hui, ce que le constructeur annonce, c'est une gamme entièrement décarbonée en 2040. Donc ça se fera par phase. Ça se fera avec des technologies qui ne seront pas forcément aujourd'hui, qui ne sont pas matures aujourd'hui, où il y a des choix technologiques différents qui vont pouvoir être faits. Sur l'hydrogène, on a la pile à combustible, donc générer de l'électricité pour entraîner un véhicule électrique. Et on a l'hydrogène carburant, c'est brûler de l'hydrogène dans un moteur thermique, comme on le fait aujourd'hui avec de l'essence et du gasoil, et ça rejettera de l'eau. Aujourd'hui, laquelle des 2 technologies gagnera? Est-ce que les 2 cohabiteront en fonction des applications? Pas grand monde n'est capable de le dire, je pense. Alors aujourd'hui, quand on évoque gros camions, on parle diesel, bien sûr, j'imagine. Mais est-ce qu'il n'y a pas des énergies alternatives, on va dire,
thermiques comme le gaz, par exemple, ou d'autres méthodes pour propulser en fait ce type d'engin? Alors il y en a. Il y a le gaz naturel, liquéfié ou compressé, mais qui reste un produit pétrolier, un produit de l'extraction pétrolière. Et qui pollue moins peut-être que le diesel, non? Il y a débat. Il y a débat, d'accord. S'il y a débat, là-dessus. c'est que c'est pas sûr. Oui, alors. c'est ça. C'est tout dépend. Je pense si on prend l'extraction ou si on la Oui, prend voilà, pas en c'est ça. compte, qui la livre, comment on l'extrait, c'est assez compliqué. Exactement. Et il y a des biocarburants aujourd'hui qui Oui. commencent à apparaître. Alors biocarburants ou carburants de synthèse. Donc le carburant de synthèse, ça peut être effectivement une étape intermédiaire, le temps que toute la techno hydrogène soit prête. Et ça, c'est quelque chose que le constructeur étudie. Mais vraiment, en termes de technologie d'avenir, ils ont choisi de mettre le paquet R&D sur l'hydrogène. On sait que Ford Automobile pousse pas mal l'éthanol quand même, hein, avec des modèles qui roulent à l'éthanol. Est-ce qu'on peut imaginer demain des camions qui rouleraient à l'éthanol? Ça a du sens ou pas? Alors, ça pourrait avoir du sens, mais la technologie de moteur essence et la technologie de moteur diesel sont des technos très différentes. Donc, on est sur un moteur ce sont deux moteurs à combustion interne, mais dans l'un, on a une étincelle qui produit une explosion, dans l'autre, c'est la compression. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire tourner un moteur diesel à l'éthanol. Oui, donc il faudra un moteur essence, et donc ça, c'est il y pas a possible. un petit peu d'éthanol dans le diesel, Ouais, oui, effectivement, bien sûr. mais ça voudrait dire repenser et revenir sur des moteurs essence. Eh bien voilà, Ford Trucks arrive en France et en Europe. Bruno Arabian, merci pour Merci à vous. cette présentation donc, de ce nouvel arrivant dans le monde des camions. Pauline, il est temps de retrouver notre essai. Absolument. Et alors, on ne parle pas du tout du même gabarit, Non. puisque là, on ne parle pas d'un 35 tonnes, mais d'une voiture qui fait à peine plus d'une tonne sur la balance. Cette voiture, c'est l'Alpine, la nouvelle Alpine A110S. Alors, elle est très légère, elle est aussi 100% made in France. C'est Julien Bonnet et Chris Daza qui l'ont testée. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. En ce début d'année 2022, cela fait maintenant un peu plus de 4 ans que la marque Alpine a commencé sa renaissance. En effet, un peu plus tôt, le groupe Renault avait décidé de faire revivre cette marque fondée en 1955 par Jean Rédélé et qui s'était éteinte au milieu des années 90. En 2017, on découvre donc la nouvelle A110 qui s'inspire du précédent modèle, donc la berlinette, modèle mythique des années 60. Donc comme son ancêtre, le principe est de proposer un petit coupé sportif 2 places à un tarif relativement abordable. Et donc cette nouvelle A110, elle est produite à l'usine de Dieppe en Seine-Maritime et depuis 2017, on en compte 11 519 qui sont sortis des chaînes de montage. Depuis, la gamme a évolué avec différentes finitions. Actuellement, les versions proposées, elles commencent par l'A110 tout court, l'A110 GT et l'A110 S avec laquelle nous sommes aujourd'hui. En gros, on est sur la version la plus radicale de l'Alpine A110 avec un moteur plus puissant, un châssis plus ferme, bref, un comportement plus typé circuit. On retrouve également pas mal de petits détails sportifs au niveau de l'aérodynamique notamment. Sur l'aile, à l'arrière, le drapeau bleu-blanc-rouge qui est lui remplacé par un motif orange complété par du carbone pour donner ce côté sportif. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de cette Alpine A110 et on constate assez facilement ces dimensions assez réduites. On est sur une longueur de 4,18 m, donc ça c'est relativement court. Et en plus, la voiture est très basse et ça c'est pour vraiment donner ce côté sportif ras du sol. Du côté de la qualité perçue, finalement, le meilleur côtoie le moins bien. On va commencer par le meilleur. On a notamment pas mal de petits détails en carbone, comme on disait à l'extérieur. Ces palettes au volant, donc pour passer les vitesses manuellement, malgré que ce soit une boîte automatique, donc qui sont en aluminium, tout comme le pédalier. Et au niveau aussi du repose-pied passager, un élément en aluminium, donc qui fait assez qualitatif. En revanche, c'est assez moins bon du côté du commodo, qui est emprunté à d'autres modèles un peu moins prestigieux de chez Renault. On a également ces boutons d'aspect assez joli, mais qui finalement sont en plastique, et ça reste un peu limité. Mais finalement, le pire peut-être dans cette Alpine A110, c'est son écran, qui est vraiment assez bas de gamme, avec un GPS très daté. Heureusement, on a la compatibilité Android Auto CarPlay qui est arrivée sur les dernières versions d'Alpine. Mais bon, si on achète une Alpine, c'est avant tout pour le moteur. Donc on va partir tout de suite sur la route, voir ce que ça donne. Comme je vous le disais, en partant, le principal intérêt de cette Alpine A110, c'est donc de disposer du moteur en position centrale arrière, donc juste derrière soi. C'est un moteur 4 cylindres 1,8 litres qui est emprunté à la Mégane RS. Là, sur notre version A110S, c'est donc à 292 chevaux et on a vraiment un véhicule léger, à peine plus d'une tonne. Donc ça va donner un comportement très dynamique, notamment avec un 0 à 100 expédié en à peine plus de 4 secondes. Alors, on a une version qui est plus typée circuit, comme je disais, donc finalement, au niveau du confort de suspension, ça reste assez limité. Après, c'est sûr que si on veut une Alpine
Alpine pour des longs trajets, pour se balader, etc., il faudra plus opter pour une version classique ou GT. On a également cet aspect bruit moteur qui est vraiment un des gros points forts de cette Alpine A110. On a un petit bouton qui se trouve juste sur le volant, il me suffit d'appuyer dessus pour enclencher le mode sport. Et là donc je vais avoir des performances un peu meilleures. Côté tarif, la gamme Alpine démarre à 59 500 €. Il faut compter un peu moins de 70 000 € pour la version GT et un peu plus de 71 000 € pour notre version donc A110S. Alpine vient donc d'apporter des modifications sur cette nouvelle version A110S qui est donc disponible à la commande depuis le 1er décembre et qui devrait arriver dans les concessions dans les prochaines semaines. Au programme, un véhicule encore plus typé circuit avec en option des pneus semi-slick, un pack aéro qui va permettre d'ajouter un aileron à l'arrière et un moteur un peu plus puissant qui gagne 8 chevaux encore. Mais le vrai changement pour Alpine, c'est prévu pour 2024. En effet, la marque doit devenir progressivement une marque 100% électrique. Au programme en particulier, un SUV 100% électrique de marque Alpine, une version sportive de la R5, donc le modèle mythique de Renault, qui devrait bénéficier donc d'une version sportive avec cette griffe Alpine qui va progressivement remplacer la marque Renault Sport. Et bien sûr, la nouvelle A110, conçue en partenariat avec le constructeur britannique Lotus, qui est donc spécialiste de ces voitures assez légères optimisées pour circuit, et bénéficie aussi des innovations de la start-up Verkor, avec qui Renault travaille sur les batteries du futur. En attendant, nous, on repart faire un tour dans cette Alpine A110, encore 100% thermique. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Le retour de En route pour demain est pour terminer. Allez, un gadget testé par Pascal Samama. Quand je dis gadget, c'est pas péjoratif, attention. Hein. Attention. J'allais te corriger. Moi, j'adore les gadgets, vraiment. Et j'adore ton look. Et j'adore ton look. Le look Starsky et Hutch. Oui, Starsky Hutch, les réveille un peu. mais après Mais à l'accident, vélo. Sans la quand Ford. même, non? Alors qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ça qui est important. Mais qu'est-ce Oui, que c'est? c'est des lunettes. C'est des lunettes avec une luminosité qui s'adapte en fonction de l'ambiance, le jour, la nuit, l'hiver, l'été, etc. Mais pas que, c'est des lunettes connectées. Et elles sont équipées d'une caméra qui projette à l'intérieur du verre, comme un système de réalité augmentée, un tas d'informations. On voit la vitesse qu'on fait, on voit la géolocalisation, donc son parcours, son itinéraire qu'on rentre à une destination, on voit l'état de la batterie, on voit enfin bref, toutes les données importantes dont on a besoin quand on fait du vélo. À quoi ça sert? Ça sert à ne plus avoir un téléphone, un smartphone posé sur le cadre de son vélo et toujours être à baisser la tête et à plus regarder la route pendant qu'on conduit. C'est un système d'affichage tête haute, tout simplement. Faut quand même un peu, tu me les as fait tester l'autre jour à la rédaction, il faut quand même s'habituer un peu parce que tu es tenté de regarder toujours ta vitesse et les petites informations et je me dis pendant ce temps-là, tu fais quelques dizaines de mètres sans avoir regardé ce qui se passait autour de toi. Alors ça, tu as raison, il y a un temps d'adaptation. On l'avait vu avec le système d'affichage tête de haute pour casque de moto. Au début, on est attiré, Ouais. enfin l'œil est attiré par Parce que c'est nouveau. par en les plus. informations. Mais vraiment, au bout de 3-4 minutes, déjà, on fait attention à la route, on oublie et on commence à regarder un petit peu quand on en a besoin. Quand il y a on voit par exemple qu'il faut tourner à droite dans 150 mètres, on voit à peu près et un peu avant, on arrive à regarder et à ne plus regarder après. Ce qui manquerait peut-être, mais là, ce ne serait pas légal, parce que la législation ne le permet pas, c'est un système audio qui permettrait de donner des informations, mais là on tombe dans un autre problème. Non, là c'est vraiment visuel. Comment ça marche et est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'on voit vraiment bien les informations? Est-ce que c'est quelque chose qui est au point, à ton avis, Pascal? Je trouve que oui, c'est au point. C'est au point parce qu'on voit les informations de façon très claire. On voit les lunettes sont très légères. Elles font 40 grammes. Donc on les oublie quelque part qu'on les a sur le nez. Ce qu'il y a d'intéressant, comme je le disais au début, il y a un réglage automatique de la luminosité. Ça veut dire que quand il y a du soleil, quand il y a de la pénombre, on n'est pas obligé de les enlever, de les remettre, etc. Elle communique assez bien avec son smartphone parce que tout est géré en Bluetooth via son smartphone. On rentre sa destination sur son téléphone. Tout est ensuite projeté à l'intérieur. Donc il y a une appli ou est-ce que ça prend Il y a n'importe une quelle appli, c'est l'appli Cosmo Connected, D'accord, ok. qui permet de gérer aussi les feux qu'on met à l'arrière de son Tout vélo, à fait. clignotants, feu stop, etc. On les voit à l'intérieur des lunettes, c'est compatible. Il y a d'autres looks ou il n'y a que le look un flic Non. à Miami comme ça? Non, il n'y a D'accord. que ce look-là. Il n'y a Tu ne peux que pas ce les look-là. personnaliser. Alors,
Afflelou, c'est quand même C'est le un- loup qui va le mieux à Pascal. On Ça, est d'accord, à Pascal, c'est Là, il n'y a parfait. pas à chipoter. hein, Oui, c'est ça fait parfait. un peu les chevaliers du ciel. Mais Les chevaliers du ciel, mais à la fin de la journée. À la fin de la journée. Quand ils sont un peu fatigués. oui, à la fin même, au début de la nuit, on va dire. Pardon. Non, comme c'est Afflelou qui les fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la technologie d'affichage tête haute, c'est une start-up française qui s'appelle Active Look, Active Vision, Active Look. Que c'est Afflelou qui utilise cette technologie. Et comme on sait tous, Afflelou, c'est un lunetier. Donc, est-ce que demain, il va sortir d'autres formats, peut-être un peu plus adaptés? Puis voir si ça prend et peut-être après. Et puis, il faut aux arriver à personnes. miniaturiser aussi, parce que quand La enfin, technologie, elle est exceptionnelle. l'électronique prend de la place quand même là-dedans. hein. Il faut la batterie, il faut les capteurs. Alors, tout est là. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Oui, il y a du monde. hein, La quand même. caméra est là, c'est tout léger, l'interrupteur est là. Ce qui fait, oui, ça c'est un truc. Ce qui fait que quand les lunettes descendent, faut pas les remonter comme on fait tous. Parce que tu Parce que t'éteins l'éteins. tout. Parce qu'on éteint tout. Ah ouais, ça, Oui, c'est un autre c'est un petit peu détail dommage. un peu. Donc c'est à quoi prendre. Et ça coûte combien 489 euros. 489 euros. Ah oui. 489 euros. Alors oui, Oui. c'est C'est pas Chin-Chin d'Afflelou, là. On non, a c'est pas Chichin d'Afflelou, Pas de paire. mais Non. c'est de la vraie technologie. Oui, bien sûr. C'est moi je les trouve franchement Mhm. un tout petit peu cher. Un tout petit peu C'est- cher, mais bon. C'est peut-être le début aussi. Oui, ça va- C'est le début, c'est quand même C'est vrai. de la tech quand même qui est assez poussée. Voilà. On ne sait pas ce qui se passera demain. Les Cosmo Vision, donc. Merci beaucoup, Pascal Samama. Mais de rien, je remets mes lunettes. Les bonnes. Ah non, tu remets Non, tu les celle-ci. gardes. Ah oui, oui, oui. En route pour demain est terminé, les amis. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera de retour, évidemment, la semaine prochaine sur BFM Business et sur 01 TV. Salut, Pauline. Salut François, à la semaine prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.